Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est Selon Raphaël sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation avec la nourriture. Donc moi, Raphaël, ça fait super longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. On a pas mal échangé tous les deux. Donc ça me tenait vraiment hyper à cœur de te recevoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de podcast. Et donc je sais que tu te définis comme un mangeur libre, mais j'aimerais que tu puisses te présenter avec tes propres mots. Salut tout le monde, merci de m'avoir invité. Je suis trop content d'être dans ton podcast, c'est trop bien. Donc moi c'est Raphaël, je m'appelle Raphaël et je suis coach entrepreneur en fait depuis plus d'1 an maintenant. Je suis coach entrepreneur et en fait j'aide les gens à se libérer de la nourriture, du poids. J'aide les gens à être sereins, à être confiants vis-à-vis de la nourriture en fait. C'est mon travail et je suis vraiment plus spécialisé. Enfin moi ce qui me porte le plus c'est vraiment d'aider les gens qui ont des compulsions alimentaires, qui sont vraiment dans les compulsions, les troubles compulsifs, tout ce qui est boulimie, etc. Étant donné que je suis passé par là, donc voilà. Je pense que tu m'as bien introduit, t'as dit mon nom, mes réseaux sociaux, donc. Je t'ai déjà fait ta petite pub, t'as vu comme il faut. Donc oui, effectivement, sur ce point-là, on a partagé un parcours pas similaire, mais on a eu des expériences par rapport à une relation compliquée avec la nourriture. Et c'est vraiment ce thème que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. En fait, le but, c'est que je te pose des petites questions sur ton passé avec la nourriture, sur ta transition, entre guillemets, ou ta guérison. Et aujourd'hui, comment tu te sens. Donc, si déjà, tu peux peut-être commencer par nous expliquer quel a été ton parcours en fait avec la nourriture. Est-ce que c'est quelque chose, ta mauvaise relation avec la nourriture, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu depuis ton enfance? Est-ce que ça s'est développé? Comment est-ce que c'est arrivé déjà dans un premier temps? Ouais. Mais moi je crois que je suis un peu né en étant accro à la nourriture. C'est assez fou, mais j'ai toujours été ce petit garçon, ce petit glouton qui grignotait en fait, toujours en cachette dans les placards. Ça a toujours été comme ça en fait. Mais c'était pas très grave, tu vois, c'était juste comme ça et ça gâchait pas tant que ça ma vie. Mais j'ai un petit peu du coup grandi en ayant un peu de culpabilité et puis surtout grandi en détestant mon corps en fait. Je sais pas si c'était vis-à-vis de ça, mais j'ai toujours été un peu dégoûté de moi-même. J'ai toujours eu beaucoup de jugement envers mon corps et j'ai toujours un peu surfé entre... J'ai toujours essayé de me mettre au régime en fait, mais ça marchait jamais. Tous mes amis m'ont toujours vu, tu pourrais demander à mes amis, ils m'ont toujours vu au régime et ils rigolaient toujours parce que je finissais toujours au McDo ou je finissais toujours par échouer mes régimes quoi. Et j'ai toujours été un peu dans la malbouffe en fait. J'essayais de me contrôler mais ça finissait toujours en malbouffe et il y a toujours de la malbouffe qui m'attirait. Et à 18 ans, j'ai fini en surpoids. J'étais en surpoids à 18 ans. Et ça a vraiment été un déclic en fait. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment grandi en détestant mon corps. Et du coup, à 18 ans, j'ai eu le déclic de vraiment vouloir changer. Et je voulais vraiment être mince, tu vois. Je voulais vraiment en finir avec tout ça. Du coup, le temps passe, puis j'ai commencé à me prendre la tête avec les régimes. Je planifiais quand et quoi manger. Mais c'était le début, mais ça allait, tu vois. Et j'ai commencé à perdre du poids, mais c'était pas assez. Je me suis vraiment mis à compter minutieusement les calories et à compter mes glucides. Et je dépensais beaucoup d'énergie en fait à vouloir contrôler mon poids. Énergie physique et mentale, j'imagine. Parce que... Ouais, carrément. C'était vraiment ça. Et puis au début ça marchait, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids très vite. C'était vraiment une victoire pour moi. J'avais vraiment pour la première fois l'impression de contrôler quelque chose. En fait, j'avais l'impression d'avoir le contrôle, ce qui m'était jamais arrivé avant. Et puis au bout d'un moment, ça s'est un peu retourné contre moi et quels que soient mes efforts ou ma motivation, je finissais par craquer, par me goinfrer.
Et en fait, au final, je maîtrisais plus rien, quoi. Au bout d'un moment, j'avais plus aucun contrôle sur rien. J'avais trop peur des calories, j'avais trop peur des féculents. Et en fait, le moindre de mes gestes, ça tendait vers un seul objectif, la perte de poids, en fait. C'est tout. Et en fait, les chiffres affichés sur la balance, ça décidait si ma journée était bonne ou mauvaise. Si j'avais pris du poids, ça allait pas. Si j'avais perdu du poids, ça allait. En fonction de comment je mangeais, si mes assiettes étaient équilibrées aujourd'hui, ça allait. Si c'était pas équilibré, ça allait pas. En fait, mes émotions dépendaient vraiment de mon poids et de mes assiettes, quoi. J'étais codépendant, enfin vraiment dépendant que de ça, en fait. Donc voilà, je suis vraiment devenu obnubilé par la nourriture, par les recettes, par la bouffe. Je suis vraiment devenu obsédé par tout ça, à tel point que je savais même plus à quoi ressemblait une alimentation normale, en fait. Tu vois, j'observais les gens qui avaient un rapport normal avec la nourriture et je me disais, bah eux ils ont de la chance, en fait. Eux ils sont pas accros à la nourriture comme moi, ils ont pas de problème, ils ont trop de chance, tu vois. J'avais l'impression que c'était un fardeau que j'avais sur moi, c'était pas, bon, voilà quoi, c'était bizarre. Et puis je pensais pas souffrir de TCA parce qu'à l'époque je savais même pas ce que c'était un trouble du comportement alimentaire, je savais même pas que ça existait. Je pensais que j'étais le seul à avoir ça. Et vu tout ce que j'engloutissais quand je me goinfrais, je me disais bah non, je souffre pas de TCA parce que bah je me goinfre en fait, donc je suis pas en train de me restreindre. Ouais, je pensais que ça venait juste d'un manque de volonté en fait, sans remettre en question que bah, la mentalité des régimes, toute la mentalité qu'il y a autour, on se blâme nous en fait. Alors que bah, on est plus victime de tout ça que on n'est pas vraiment coupable quoi. Mais... Exactement. En fait, on baigne tellement là-dedans, c'est tellement ancré en nous qu'on a l'impression, en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Tu sais, c'est cette petite voix qui nous dit, il faut pas que tu craques, il faut pas que tu craques, il faut que tu manges ça. Pourquoi t'as mangé ça? Oh mon Dieu, tu vas grossir. Et en fait, on se laisse tellement envahir par cette petite voix que on en oublie de vivre et toute notre vie tourne autour de la nourriture. C'est la mentalité des régimes, hein. On est enrôlé dedans et quand on est dedans, c'est compliqué. C'est tout un travail pour en sortir, quoi, vraiment. Je me disais en fait que si j'arrivais enfin à suivre parfaitement un régime à la lettre, c'est ce moment-là où j'allais enfin être heureux, j'allais enfin être beau en fait. Et j'attendais ce moment ou ce jour où j'allais enfin tenir mon régime, quoi. Je me disais demain je me reprends, demain c'est un nouveau départ, demain c'est un nouveau jour. Mais ça marchait jamais, quoi. C'est clair, tu mets toutes tes attentes, en fait tu te dis que t'as pas assez de self-control, comme tu disais tout à l'heure, tu comprends pas pourquoi les autres y arrivent et toi tu y arrives pas, tu dis je comprends pas, ils mangent des croissants genre sans même y penser et moi dès que j'en mange un, je prends du poids, après je vais être obligée de compenser, etc. Et ça c'est vrai que je comprends ce que tu dis dans le fait que t'avais pas l'impression d'être dans les troubles du comportement alimentaire, que tu savais même pas ce que c'était. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me disent moi, j'ai une alimentation normale. Mais je pense qu'encore une fois, qu'est-ce qu'une alimentation normale? Surtout avec les réseaux, c'est tellement biaisé. Tu vois tellement des assiettes que tu copies et du coup, tu as l'impression d'avoir une alimentation normale. Mais en fait, tu te sous-alimentes, tu te restreins, tu ne t'en rends pas compte parce que tu te dis je vais copier l'assiette de cette personne. 600 calories par jour, on pense que c'est normal, mais c'est pas normal. Carrément pas, non. Ah ouais, moi pour l'avoir fait, moi je mangeais entre 500 et 700 calories quand j'étais dans l'anorexie. Et je pensais que c'était normal, tu sais, je me faisais des salades, j'avais l'impression que c'était comme la nourriture que je voyais en fait dans les vidéos. Donc prendre du recul par rapport à ça, c'est vraiment super important. Alors moi je sais que j'ai eu une période où j'essayais de me remplir avec le moins de calories possible. En fait c'est plus de volume et le moins de calories possible. J'ai vraiment passé des années à penser que quand je serais mince, je pourrais enfin m'accepter. C'était le seul moyen de m'accepter, c'était vraiment la minceur. Mais bon, c'est vrai que sur la durée, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas et que j'étais jamais satisfait, je faisais que de craquer et puis avec toujours beaucoup de culpabilité, d'auto-jugement, quoi. C'est vrai que ça, la culpabilité, le fait qu'on craque, qu'on se dit qu'on est nul et on comprend pas pourquoi on a vraiment ce sentiment d'être seul aussi, beaucoup de solitude. On s'isole, on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous, alors que pas forcément en fait. Et ça aussi, c'est juger de la santé physique et mentale d'une personne juste en la voyant, c'est quelque chose d'impossible en fait, tout simplement. C'est ça le plus triste, je trouve, dans toute cette histoire, c'est l'isolement, c'est ça le plus triste de tout, vraiment, on passe vraiment à côté de notre vie. Il n'y a pas d'énergie, en fait, l'énergie elle est nulle part, tu crées rien, il se passe rien, c'est ça qui est terrible, ouais. Donc toi, ça a duré combien de temps cette période justement? Tu parlais tout à l'heure, tu étais
Donc dans l'adolescence, en fait, ça a commencé depuis ton plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Aujourd'hui, tu es encore assez jeune. De mes 18 ans à, je dirais, ça a dû durer 2-3 ans, je pense, les périodes de restriction. Là, j'ai 23 ans, j'en ai 24. C'est vrai que j'ai du mal à quantifier la durée. Je pense que ça a duré 2-3 ans, ouais. Dont vraiment 1 an de boulimie pure. Limite quotidien, tu vois, mais ouais. Comment tu as réussi du coup à te sortir de ça en fait? Parce que tu disais que tu as testé les régimes, tu voyais que ça marchait pas en fait, que tu avais beau être hyper discipliné, tu finissais quand même par craquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dedans, qui se disent que les régimes ou même les rééquilibrages alimentaires, où tu as un plan alimentaire, c'est en fait une sorte de régime caché parce que tu as très souvent des aliments qui sont interdits, où tu vas avoir peut-être un nombre de calories à pas dépasser. Comment tu en es arrivé à comprendre que tout ça, en fait, ça ne marchait pas et qu'il fallait que tu travailles en fait sur ton comportement alimentaire? Bah, en fait, j'ai pris peut-être un peu de recul, je sais pas, mais j'ai réalisé que la minceur faisait pas le bonheur parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment très mince, très sec, parce que j'avais vraiment cherché à faire une sèche, j'ai vraiment fait une sèche. J'avais réalisé que ça faisait pas le bonheur, ça pouvait plus continuer comme ça parce que c'était pas confortable, j'étais jamais satisfait, je finissais toujours par craquer. Je comprenais que j'ai compris peut-être que par rapport à d'autres personnes, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai compris que je gâchais ma propre existence, que je m'isolais et que ma santé, elle en prenait vraiment un coup et que finalement, j'arrivais jamais à atteindre mes objectifs, quoi. C'était jamais, il y avait jamais de satisfaction en fait. Et quand t'es dans la boulimie, ta vie est tellement entre parenthèses que moi, je pouvais plus continuer comme ça. En fait, j'arrivais vraiment à un point de non-retour sur ma vie et je me suis dit non, ça peut plus durer, quoi, parce que ouais, vraiment. Après, peut-être que moi, par rapport à certaines personnes, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a dû peut-être durer 2-3 ans, cette période de restriction. Mais c'est énorme, tu vois. Genre, il y a des gens vivre une semaine ce que j'ai vécu, ils pourraient pas, tu vois. C'est énorme, tu vois. Et tu te dis, mais ma vie peut pas continuer comme ça. Ben. Et voilà, j'ai vraiment eu cette envie de vouloir m'en sortir et de vouloir prendre ma vie en main, quoi. C'est dur au début, tu te dis, bah par quoi commencer, mais Oui, c'est ça justement. Par quoi tu as commencé justement? Est-ce que tu te souviens? je dirais que c'est en m'intéressant à l'alimentation végétale. J'ai commencé à suivre des influenceurs, etc. Et je voyais qu'ils mangeaient beaucoup de glucides. Et je pense que ça a été ça le déclic, c'est m'autoriser les glucides. Parce que moi, c'était vraiment le truc où je me privais le plus au monde. Je suis tombé ouais, sur des influenceurs anglais, tu sais, qui mangeaient plein de fruits, plein de bananes, plein de... Bon, je dis pas que ces gens-là s'alimentent bien, etc. Parce qu'ils sont un peu bizarres. Mais ils m'ont quand même inspiré à remanger des fruits, à remanger des glucides, du riz, etc. Et suivre ces personnes-là sur YouTube, ça m'a vraiment sauvé en fait. Je pense que j'ai commencé par guérir en commençant par là en fait. J'ai guéri en commençant par là, ouais. Donc tu t'es en fait inspiré de personnes que tu voyais sur les réseaux, mais au lieu de personnes qui montraient entre guillemets, des assiettes parfaites, très légères, avec de la salade, du konjac, des trucs sans calories, eux ils prenaient plus une alimentation ouais, où tu voyais des glucides et... C'était vraiment la mode à un moment du high carb low fat, c'est HCLF. Et moi j'ai vraiment découvert ça. Bon, je dis pas que c'est hyper sain ce mouvement, qui est plus trop à la mode aujourd'hui, mais ça m'a vraiment inspiré à guérir pour le coup. Ça a été le point de départ, ouais. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que, encore une fois, eh bien, le déclic vient de toi, de ton intérieur. Tu sentais que il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Donc là, tu étais vraiment à la prise de conscience, qui est la première étape pour l'évolution. Et ensuite, tu t'es dit, je vais aller chercher mes sources d'inspiration. Enfin, je vais trouver de l'aide à l'extérieur en fait. Donc, c'est venu de toi, mais tu as trouvé l'aide quand même de l'extérieur. Ouais, c'est marrant parce que en fait, mes troubles, je pense, sont nés de toutes mes recherches, de l'alimentation parfaite, c'est né d'Internet en fait, tout ça, parce qu'on nous pousse vraiment à manger trop sainement et à avoir ce corps parfait. C'est Instagram, ça m'a vraiment aussi programmé, enfin déprogrammé pour le coup. Et le déclic, ça a été aussi le fait que je voulais être mince, c'était mon objectif, et finalement, toute cette boulimie me faisait grossir en fait. Donc j'atteignais pas mon objectif. Hein. Moi, mon objectif c'était d'être mince, et je finissais plus gros en fait. Donc, enfin, c'est ça aussi qui m'a dit, bah arrête, ça marche pas quoi. C'est vrai que voilà, et j'ai trouvé finalement de l'aide aussi sur Internet. Donc finalement, Internet m'a vraiment poussé vers le bas, mais c'est aussi ce qui m'a poussé tellement vers le haut. Donc, je me reconnais tellement dans ton histoire parce que moi c'est pareil en fait, j'étais passionnée d'alimentation.
j'adorais cuisiner et tout. Et en me renseignant sur, tu sais, les aliments, j'ai découvert plein de trucs sur la nutrition. Et j'en consommais encore et encore. Et là, je voudrais mettre en garde justement les personnes, c'est que trop d'informations tue l'information. Et pour prendre un exemple, c'est comme quand vous êtes dans un magasin, vous avez plein de choix. Et en fait, quand vous en avez tellement, vous ne savez plus quoi choisir parce qu'il y a trop de choses. Et bien là, c'est pareil, en fait, votre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir autant d'infos. Et ça, en fait, ça nous rend fou, en fait, vraiment, autant le dire. Ça rend fou et on se dit, il faut plus que je mange ça, il faut que je mange que ça. On commence à bannir des aliments parce que on voit des vidéos, ça fait grossir. Et on ne s'en rend pas compte, c'est vraiment inconscient. On pense qu'on fait bien les choses. J'imagine que toi, dans ta démarche, tu voulais juste perdre du poids. Tu voulais être en meilleure santé. Ah oui, moi j'avais des bonnes intentions, hein. Au final, mes intentions n'étaient pas mauvaises, mais je me suis juste fait enrôler dans les règles, en fait. Les règles, c'est ça, c'est les règles autour de la nourriture. Il y a toute une police autour des règles et c'est ça qu'il faut vraiment venir éradiquer, j'ai envie de dire, parce que c'est sombre, en fait. Ça paraît très sain et tout, mais... Là, justement, tu abordes un point qui est hyper intéressant, c'est les règles. Parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on a tellement de règles qu'on s'impose à soi-même. On est comme des nutritionnistes, on connaît tout sur la nourriture. Enfin, moi, je savais dans le magasin, je savais tous les macronutriments des produits, je les connaissais par cœur. Je savais, ça c'est 17 grammes de protéines, ça c'est 0 glucides, ça je peux acheter, il n'y a pas de glucides. Je savais tout, j'étais vraiment devenu un ordinateur. Enfin, mais laisse tomber quoi, c'est grave. C'est ça, en fait, on devient des ordinateurs. Pareil, moi je savais te dire, dans une banane, il y a 100 calories, ça pèse 90 grammes, il y a majoritairement des glucides. Je savais tout et en fait, là le problème c'est qu'on est trop dans la mentalisation de l'alimentation. On n'est plus connecté aux signaux de notre corps, on se déconnecte de nous-mêmes. Et ouais, on se met plein de barrières. Et tu disais tout à l'heure aussi quelque chose de très intéressant, c'est que tu avais pour objectif de perdre du poids. Et que, en fait, en ayant tellement cet objectif-là, que ça prenait toutes tes pensées, finalement, tu grossissais et tu n'y arrivais pas. Si je prenais du recul, je prends du poids. Donc les compulsions alimentaires nous font grossir. Elles sont là pour ça, les compulsions. Et je me suis dit, non, en fait, j'arrête parce que là, c'est pas possible. C'est pas... Ouais, et en fait, plus tu te focalises sur cette perte de poids, j'ai l'impression, plus tu te dis, il faut à tout prix que je perde du poids, il faut pas que je mange ça, il faut que je mange ça, plus tu mentalises et plus justement ça te crée de la frustration et on sait très bien que la frustration ça entraîne les compulsions. Bien sûr, en fait toute ma valeur personnelle reposait là-dessus en fait, c'est ça le problème, c'est que tout reposait sur la perte de poids parce qu'en soi il y a des gens qui perdent du poids et qui n'ont pas de problème, tu vois, ils perdent du poids et une fois qu'ils l'ont perdu, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que moi tous mes espoirs reposaient dessus en fait, toute ma valeur reposait là-dessus et c'est ça le vrai problème quoi en fait. Et comment tu as fait justement pour travailler sur ta perception de toi, sur ta valeur de toi-même? Comment tu as fait pour comprendre que finalement ta valeur, elle résidait pas dans ton poids et que le fait de perdre du poids, ça ne te rendait pas une moins bonne personne? Comment tu as instauré ce travail sur toi? Et j'imagine, parce que c'est ça en fait la base, c'est travailler sur soi, sur son rapport à soi, pour ensuite améliorer sa relation avec la nourriture. Ça s'est fait assez naturellement en fait, tu vois, j'ai pas suivi une méthode ou quoi que ce soit, tu vois, je me suis intéressé au développement personnel, c'était le moment où je devenais vegan, tu vois, genre j'ai découvert le véganisme. Et le véganisme, ça fait beaucoup réfléchir sur plein de choses, tu vois. Je pense que j'ai fait beaucoup de travail sur mon mindset, j'ai lu plein de livres de développement personnel, la PNL, tout ça. Je pense que ça m'a nourri, tu vois, autrement qu'avec de la nourriture, ça m'a beaucoup nourri. Et je pense que ça m'a donné un peu d'estime de moi-même, plus d'estime de moi-même, et je me suis nourri avec ça, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, tu vois. J'ai eu de la chance de tomber sur ces livres, sur ces nouvelles vidéos YouTube de gens qui parlent de développement personnel, d'estime de soi. J'ai eu de la chance, en fait, je pense. Je suis tombé sur les bonnes infos au bon moment. J'ai eu trop de chance, je pense, par rapport à d'autres personnes. C'est ça qui fait beaucoup de différence, ouais. Je pense que ça, c'est lié aussi. C'est peut-être le bon côté des réseaux dans le sens où, comme tu t'es intéressé au véganisme, comme tu disais, ça ouvre de nouvelles perspectives et potentiellement que par exemple, je sais pas si tu regardais des vidéos YouTube, mais peut-être que l'algorithme t'a proposé justement des choses qui étaient liées et petit à petit, ça a créé un cercle vertueux. Bien sûr, ça peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que plus tu regardes des vidéos de régime, de restriction, plus ça va t'en proposer et plus tu vas rester dans ce cercle des régimes et plus ça va être dur d'en sortir. Mais je pense que voilà, comme tu as fait cette démarche et que tu as voulu en fait faire d'autres recherches, tu as voulu t'ouvrir à quelque chose de nouveau, et bien en fait ça t'a ouvert tout ça. Donc je pense que c'est pas vraiment de la chance, enfin il y a peut-être une petite part, mais tout ça, ça vient de toi. C'est l'attraction.
C'est ça, ouais, je pense totalement. J'ai beaucoup changé mes sources en fait de... Enfin, je me suis désabonné de tellement de comptes Instagram. Tu sais, je suivais tellement d'hommes, des profils d'hommes qui avaient ce corps parfait. J'ai enregistré plein de posts de mecs super fit. Ça, j'ai tout désenregistré. Je me suis désabonné de tout. Et j'ai un tout nouvel Instagram. En fait, j'essaie de suivre des mecs qui ont un peu la même vie que moi, les mêmes responsabilités que moi, les mêmes objectifs, les mêmes corps. Et ça fait peut-être moins rêver, mais c'est tellement plus réaliste. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai changé beaucoup mes sources en fait d'informations et j'ai soigneusement regardé qui je suivais en fait. Je choisis beaucoup en fait qui je suis parce que c'est trop important. Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi et encore une fois je me retrouve parce que moi aussi je suis plein de comptes body positive et ça m'a tellement aidée en fait. Je me dis ah ouais il y a ça aussi comme corps mais on me les montre jamais, je voyais jamais ça en fait. Et de toute façon, quelle que soit la chose qu'on voit, ça a un impact sur nous, on ne s'en rend pas compte, on se dit mais si ça me motive par exemple à faire du sport, mais peut-être qu'inconsciemment ça nous frustre aussi, qu'on se compare, qu'on se dévalorise aussi parfois, et ça peut être plus néfaste en fait. Et je voudrais aussi rebondir sur un truc que tu as dit que j'adore, parce que c'est un peu mon slogan. Tu as parlé tu t'es nourri avec autre chose qu'avec la nourriture. Et moi, je parle souvent de bien nourrir son corps, mais aussi bien nourrir son esprit. Parce que très souvent, on pense à l'alimentation. Moi, je vois, il y a beaucoup de personnes, ils se disent, pour guérir, il faut que je me focalise sur mon alimentation. Il y a un truc que je fais mal dans mon alimentation. Voilà, il y a un blocage au niveau de l'alimentation et des aliments que je mange. Alors qu'en fait, le tout, c'est d'apprendre à se nourrir autrement et de comprendre qu'on est un être entier en fait et que oui on a besoin de se nourrir avec des nutriments, je vais y arriver, mais aussi avec autre chose. Et le développement personnel, pour ça je trouve ça tellement bien, ça te fait réfléchir et ça te fait te nourrir autrement en fait. Le développement personnel, il a aussi ses failles. Je sais pas si tu as remarqué, dans le développement personnel, je trouve qu'il faut aussi savoir se détacher. C'est pareil en fait qu'avec la nutrition. Faut pas non plus trop se reposer sur le dev perso parce que je trouve qu'il y a beaucoup une mentalité de contrôle autour du développement perso. C'est toujours positif, toujours parfait. Genre si vous ressentez de la jalousie, c'est pas vous, vous devez vivre le moment présent. Et je trouve que des fois on est un peu dans ce contrôle aussi dans le développement personnel. J'arrive à faire preuve de discernement aujourd'hui. Dans le sens où il ne faut pas non plus vouloir être trop parfait, tu vois ce que je veux dire. Et on peut vite retomber dans les mêmes travers en fait avec le dev perso. Il faut savoir gérer ça, je trouve. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que là en fait on voit que quelle que soit la chose qu'on fait, on peut en fait tomber dans des extrêmes et ce qui est dangereux c'est les extrêmes en fait. C'est ce perfectionnisme et ça aussi c'est très souvent lié au trouble du comportement alimentaire. On veut tout faire parfaitement. On va avoir l'alimentation parfaite, l'assiette parfaite, le corps parfait, alors qu'en fait la perfection n'existe pas, ce n'est pas le but de la vie. Et je pense que c'est pareil dans le développement perso, on se dit on veut être peut-être parfait en tant que personne, avoir des pensées parfaites et un comportement parfait, et on se dit voilà, avoir de la colère, de la tristesse, c'est mal, alors que non en fait, il faut trouver son équilibre et ça c'est compliqué, c'est clair. Et ce qu'il faut comprendre c'est que l'équilibre il est différent pour chacun, ton équilibre n'est pas le mien et c'est ok en fait. Ce qu'il faut c'est travailler pour comprendre déjà pourquoi en fait on est tombé dans cet extrême et ensuite venir balancer en fait notre vie et arriver à se construire cet équilibre. Apprendre à se connaître en fait, ouais, parce que souvent le profil des personnes qui tombent dans ces travers alimentaires, ces galères alimentaires, c'est des gens très perfectionnistes, très sensibles. Ouais, c'est des traits communs à tous, on est très sensibles, on est des grands perfectionnistes et c'est pour ça qu'on tombe là-dedans en fait. Carrément, moi je suis totalement d'accord avec toi et ça c'est important de le souligner, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans et apprendre à se connaître c'est vraiment la clé en fait, faire un travail sur vous-même, savoir qui vous êtes, je pense que c'est ce que tu as dû faire aussi, tu disais j'ai commencé par le dev perso pour me nourrir autrement et pour réapprendre à te nourrir vraiment à proprement parler avec des aliments, tu as suivi des comptes qui mangeaient des belles assiettes avec de la variété et qui te disaient pas de te restreindre. Des quantités, de la calorie, de la nutrition, quoi, pas que des trucs, des blancs de poulet avec de la salade. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment là-dedans dans le sens où je le vois même pour les femmes, j'imagine aussi pour les hommes, mais par exemple quand tu manges, tu sais, t'as un peu honte en fait, tu veux pas trop manger parce que ça fait mal en fait, t'as cette connotation négative. La honte d'être rempli, d'être plein, d'être calé, c'est la honte, c'est pas bien.
Enfin, on nous apprend à pas finir notre assiette, ça c'est pas distinguer de finir son assiette, c'est pas distinguer de se resservir, surtout pour les femmes, hein, il y a beaucoup de pression pour une femme. Une femme ne doit pas forcément se resservir parce que c'est pas... Il y a beaucoup de pression, et surtout pour les femmes, c'est vrai. Ouais, totalement. Du coup, pour en revenir à toi et à ton histoire, parce qu'on a un petit peu bifurqué sur des trucs généraux, mais je voudrais revenir à toi. Du coup, tu disais tout à l'heure que en fait tout était parti d'une mauvaise relation avec ton corps, que tu n'aimais pas ton corps et que tu avais vraiment cette volonté du coup de maigrir. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec ton corps? Comment t'as fait justement pour apprendre à l'aimer? Et qu'est-ce qui se passerait si par exemple tu reprends du poids? J'imagine que ça t'est peut-être arrivé quand tu perds du poids. Comment en fait tout ça se passe? C'est encore en train de se passer, c'est aimer, enfin accepter son corps, c'est long, c'est un chemin, moi que je suis en train de faire. Bon, j'ai fait un chemin immense déjà, mais c'est dur des fois. Enfin, je pense que s'aimer, c'est, moi je vise pas de m'aimer. En fait, là je me suis accepté, je respecte mon corps. Je pense que là j'en suis là, c'est que je respecte vraiment mon corps. J'ai jamais autant respecté mon corps qu'aujourd'hui, et j'ai accepté mon corps. Ça c'est vraiment, je l'ai fait vraiment ce chemin-là, je l'ai fait à Bali en fait, vraiment en un an. Ouais, c'est 365 derniers jours, je pense que ça s'est passé là. Je suis à Bali. En fait, à Bali, ici, il faut vraiment savoir que ici, enfin moi, surtout où j'habite, dans la ville où j'habite, c'est vraiment la capitale du fitness, quoi. C'est vraiment manger super sain, tout le monde est trop, mais quand je dis vraiment tout le monde est trop bien foutu, on est dans une population d'influenceurs, en fait, c'est les 5% des gens les plus beaux de la planète sont ici, quoi. Vraiment ça m'a vraiment permis de faire un travail sur moi-même et de me dire, ok, c'est bon, bah, je prends du recul et on n'a pas tous les mêmes morphologies, il y a une diversité ici de corps, parce qu'il n'y a pas que des gens parfaits. Enfin, quand je dis parfaits, c'est les gens qui respectent vraiment les codes, les standards actuels, tu vois. Quand je dis pas que les autres sont moches, tu vois, mais c'est vraiment les gens qui correspondent aux standards de beauté qu'on nous impose, tu vois, genre le grand, mince, sculpté, les beaux yeux, la belle chevelure, bronzé, tatoué. Enfin, ici, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment réussi à me détacher de tout ça aujourd'hui. Et le fait de baigner là-dedans, bah, j'aurais pu en faire une obsession. Et j'ai plus fait un travail d'acceptation en me disant, bah ok, moi je suis pas comme ces gens-là, mais bah, je suis quand même super badass. Et carrément, t'es trop badass. Enfin, tu vois, on est souvent mené à se dévêtir ici parce qu'il fait chaud. On est facilement à la plage ou en maillot de bain, à la piscine. Enfin, tu vois, là je reviens d'une croisière de 5 jours. On était en maillot de bain tout le temps et j'ai pas eu de mal à... C'est toujours moi le premier à être en maillot de bain, même s'il y a 10 mecs avec plein d'abdos, moi j'ai pas ce corps-là et m'en fiche en fait. Et ouais, je pense qu'ici j'ai fait un peu ce contrat de paix comme ça. Après, t'es pas obligé d'être à Bali pour faire la paix avec ton corps, heureusement. On fait chacun notre chemin et là-dessus, tu vois, on fait chacun notre petit bout de chemin, quoi. Mais, c'est très perso, je pense, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à se respecter. C'est un chemin très personnel, très individuel, ouais. C'est top ce que tu dis parce que je pense que les premières étapes justement pour entre guillemets s'aimer, même si je suis d'accord avec toi, en fait on s'aime pas tout le temps, toute notre vie. Il y a des jours où on s'aime plus que d'autres. C'est un chemin et c'est ok parce qu'il y a des gens ils pensent que quand ils auront ce corps, et c'est ce que tu pensais aussi bah, toi à l'époque, bah, t'allais t'aimer inconditionnellement, que voilà c'est ce qui allait te rendre heureux et tout. Or c'est totalement faux. C'est vraiment un travail de tous les jours et ça ne repose pas sur l'apparence mais sur la façon dont on se perçoit. Et je pense que ouais, s'accepter et déjà apprendre à se respecter et à faire la paix avec son corps, c'est les bases. En fait, s'aimer, c'est un peu une utopie. Tu peux pas dire, oh, mais je m'aime trop. Enfin, t'es pas obligé de te dire ça, en fait. Totalement. Je pense que c'est plus, quand on parle de s'aimer, c'est plus, enfin moi je le vois plus dans le sens être bienveillant avec son corps, respecter son corps et apprendre à, comment dire, à se dire, bah c'est mon corps et ne pas se blâmer, tu vois, ne pas se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, plutôt se dire, ben c'est ok, c'est moi et se focaliser sur ce qui va bien en fait, sur le positif. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Il y a des fois je suis comme voilà, j'ai des petits bourrelets et tout, tu vois. Je me dis mais est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que ça m'empêche d'être heureuse? Je me dis non et je repense aussi à tout ce passé que j'ai eu avec la nourriture et je préfère maintenant. Je me dis bah c'est pas grave, j'ai pas le corps dont tu parlais tout à l'heure qui répond aux standards de la beauté, tout ça qui est hyper sculpté et tout. Mais je me sens bien dans mon corps et je pense que c'est ça l'essentiel. Ouais, carrément. Bah ouais, c'est sûr quand tu vois des gens qui sont invalides, tu vois des gens malades, enfin tu te dis mais tu prends vraiment de recul et
Et avant, c'est vrai que j'ai eu moi cette période où j'avais des abdos et tout, mais j'étais tellement malsain, j'étais tellement en mauvaise santé, et enfin, je me rendais même pas compte que je préfère largement être comme je suis maintenant. Et j'accepte en fait qu'il y a plusieurs formes de corps et qu'on n'a pas tous la même génétique aussi. Ça, c'est un truc, faut accepter la génétique, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, enfin, on peut toujours optimiser son corps en faisant du sport, etc. Mais on a toujours une génétique, on ne pourra pas, enfin, on pourra pas être comme monsieur et madame tout le monde, c'est impossible quoi. Enfin, j'étais tombé sur une étude pas plus tard qu'hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu que euh, il n'y a que 5% des gens sur Terre qui correspondent à toutes ces normes, les standards de beauté classiques en fait. On est que 5, il n'y a que 5%, et pourtant c'est ces gens-là qu'on voit sur Instagram, mais ça représente que 5%. C'est bien que tu dises ça parce que ça permet aussi de prendre du recul dans le sens où je vois beaucoup de gens, je pense par rapport à toi, qui disaient ben je comprends pas Raphaël, t'es tout le temps en vacances, on voit de la plage et tout, et en fait ils prennent vraiment pour argent comptant ce qu'ils voient, ils ont l'impression que c'est 100% de ton temps, et je comprends parce que c'est vrai que ben si tu penses pas, c'est vrai, t'as l'impression que c'est ce que, entre guillemets, c'est ce que tu fais tout le temps. C'est ce que je partage, c'est ce que je partage, mais c'est pas ce que vous voyez. C'est que tu partages peut-être, allez, 1% de ta vie. Et le problème, c'est qu'à force de voir ça, même les pubs, les choses qui sont, ces corps qui, comme tu dis, ne représentent que 5%, on a l'impression que c'est la réalité parce qu'on est baigné dedans. Donc je comprends totalement. Et c'est bien que tu le dises parce que ça permet de prendre du recul et de te dire que c'est pas la réalité en fait. Effectivement, c'est une partie de la réalité. C'est une réalité, ouais. Totalement, totalement. Et un autre truc que je voudrais aussi mentionner par rapport à ce que tu disais que tu avais des abdos et tout, mais que tu te sentais pas bien. Et ça, je le vois, il y a tellement de témoignages de femmes, d'hommes qui étaient ultra sculptés. Je dis pas pour tous, hein, il y en a, ils ont vraiment des corps comme ça et ils se sentent bien. Mais pour beaucoup, ben, je vois que c'est pas le cas en fait, qu'ils se sentent extrêmement mal et pourtant ils reçoivent tellement de messages de félicitations, de bravo, de j'aimerais être comme toi, que ça leur met une sorte de pression sociale qui les pousse à rester là-dedans. Les plus grandes influenceuses, celles qui ont le plus d'insécurité sur leur corps. Enfin, ici à Bali, je les vois, elles sont toutes ici les influenceuses. Ça se sent en fait, elles ont tellement d'insécurité ces femmes-là. Elles passent leur temps dans les cliniques de chirurgie esthétique, de machin. Enfin, c'est elles qui ont le plus d'insécurité, mais c'est elles qui ont des millions d'abonnés. Et c'est vraiment, je vois vraiment l'envers du décor ici. Je te jure, c'est pas. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que nous, moi je vis en France, voilà, et je vois pas du tout ça. C'est vrai qu'on voit jamais l'envers du décor, sauf quelques personnes qui le montrent, et encore une fois, c'est sélectionné, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a beaucoup de gens, ben justement, ils se disent mais ils ont une vie parfaite, ils sont tout le temps heureux. Et toi, tu vois les dessous de ça et tu te rends compte que ben non en fait. Et quel est le prix à payer? Je vois des gens qui ont vraiment un corps parfait. Pour le coup, ces gens-là, ils sont parfaits. Enfin, physiquement, ils ont le corps, tu vois. Ils ont pas besoin de se retoucher. Ils sont vraiment bien foutus. Ils ont un bon rapport avec la nourriture et bah tout va bien. Mais on voit vraiment aussi ces femmes qui sont pas bien dans leur peau, quoi. Il y a de tout. Il y a un peu de tout, mais je vais pas dire que tous les influenceurs sont comme ça, mais il y a beaucoup d'influenceuses ici qui ont pas vraiment confiance en elles et tu sens un mal-être en fait. Ça se sent très fort. Oui, puis toi qui es passé par là, tu le ressens. Moi, c'est pareil maintenant. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien avec la nourriture, je sais pas, je le ressens des fois, pour être honnête, tu vois. Je vois juste des photos sur Instagram, je sais pas comment te l'expliquer, mais je vois une photo de nourriture et je sais pas, je me dis... Même une simple parole, une simple réflexion qu'ils peuvent faire, tu ressens que ça ouais, on le capte le fait d'être passé par là, on capte à 10 000 km. Carrément, c'est trop ça, on a un sixième sens, je sais pas, mais on le voit. Et ouais, je me rends compte que ça touche énormément de personnes. Du coup, j'enchaîne avec une autre question. Je voulais te demander, quelle est la leçon la plus importante que tu as appris en fait par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ce parcours t'a appris comme leçon que tu aimerais partager aujourd'hui? Ça m'a appris beaucoup de choses. Vas-y, on a le temps. Bah, j'ai appris que la vie était beaucoup trop courte pour faire une fixette sur la nourriture, sur le poids en fait. Malheureusement, je pense que si les générations d'avant, tu sais, genre, pas nos ancêtres, mais je pense les gens, tu sais, au temps de la guerre, tout ça, ils nous voyaient aujourd'hui à compter nos calories, à compter nos assiettes, mais ils se retourneraient dans leur tombe. Je pense qu'ils se retournent dans leur tombe, en fait. Eux, ils se battaient pour avoir de la nourriture, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui, et nous, on est en train d'en faire toute une fixette, un bordel, alors que, bah, on devrait plutôt mettre notre énergie ailleurs, quoi, et... Ouais, toute une question d'énergie en fait, mais je pense qu'ils sont en train de nous juger, nos ancêtres là, en nous voyant. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Oh, on s'est pas battu pour ça.
Genre vraiment, ils se sont pas battus pour ça en fait, c'est assez incroyable. Ouais, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que il faut vraiment savoir nourrir son estime de toi, son estime de soi, son amour de soi. Qu'il faut manger, qu'il faut oser manger, satisfaire ses envies. La santé, c'est avant tout savoir écouter ses envies. Ouais, je pense que c'est ça que je retiens. J'aurais pas pu dire mieux en fait, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que c'est le message que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont besoin d'entendre en fait. Je pense que, et ça on se le répète pas assez. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur Instagram où je disais justement que j'avais pris du recul par rapport à tout ça et je me rendais compte à quel point que nos objectifs étaient futiles en fait. Qu'on se focalisait sur, je sais pas, un bourrelet, un chiffre sur une balance et on en oubliait les choses essentielles de la vie. Mais ouais, puis le secret c'est que quand tu te défocalises de ça, c'est limite là que tu vas avoir des résultats. Enfin, c'est assez impressionnant, mais j'avoue, quand tu donnes de l'énergie à un bourrelet, tu vois, tu vas lui laisser de la place pour qu'il existe encore plus en fait. C'est limite, tu vas le nourrir ton bourrelet. Alors quand tu te défocalises, mais limite tu peux le perdre en te défocalisant. C'est une question d'énergie tout le temps. Et c'est assez incroyable en fait. Des fois, il faut vraiment être neutre par rapport à notre corps et c'est comme ça qu'on obtient le plus de résultats en fait, en s'en foutant vraiment, en disant je m'en fous quoi. Totalement. En plus, t'en es la preuve même puisque voilà, tu disais qu'avant t'avais tout essayé, rien n'a marché. Aujourd'hui, t'es libre avec ton alimentation, t'es libre avec ton esprit. Et voilà, je pense que tu n'as pas repris ces kilos, tu te sens, j'imagine, beaucoup mieux qu'avant. Et c'est tellement vrai ce que tu dis de voilà, plus tu te concentres en fait sur quelque chose, c'est comme dans tout dans la vie, quand tu te concentres sur un truc de négatif, tu vas voir que ça va prendre toute ta place dans ton esprit, toute ta place dans ta journée. Ton corps, c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut voir ce qui est positif, ce qui est agréable plutôt que ce qui nous dérange. Et quand tu te réveilles le matin, tu regardes dans le miroir, t'es là genre fais chier, laisse tomber quoi. C'est le début des problèmes, c'est le début des problèmes. Ouais, la balance, c'est le début des problèmes, franchement. Totalement d'accord avec toi. Du coup, pour terminer, j'aimerais te poser des petites questions un petit peu plus personnelles. Alors, quel conseil tu donnerais au toi d'il y a 5 ans? Donc justement, si tu devrais donner un conseil à une personne qui était comme toi il y a 5 ans, quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même et donc que tu donnerais à cette personne-là? Si je devais voir le moi il y a 5 ans par exemple, je dirais d'oser en fait, oser vivre. En fait, je repense à moi quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation et j'ai toujours eu honte de faire de la compétition. Je me suis jamais autorisé à faire de la compétition parce que fallait être en maillot, tu vois, sur le plot et il fallait battre les autres. Et moi, j'avais pas cette mentalité de battant, de vainqueur, de. J'étais toujours dans la timidité, dans le dégoût de moi-même, la haine de moi-même en fait. Et je dirais à cette personne, mais vas-y en fait, sois compétitif et aie confiance en toi en fait. Vas-y, tu vas tous les dégommer, monte sur le plot et plonge en fait, tu vois. Ça me saoule parce que avec le mindset que j'ai aujourd'hui, j'aurais été premier en natation, tu vois. J'aurais vraiment battu tout le monde et je me suis trop interdit de faire de la compète. Je me suis trop interdit d'exister presque en fait, tu vois. C'est ça que je dirais au mois d'avant, c'est vas-y, assume-toi et vis à fond quoi. Mais bon, j'avais pas assez de recul, je m'en veux pas, tu vois. Mais, j'ai pas envie de changer le passé parce que c'était comme ça, mais. Ça fait de toi qui tu es aujourd'hui. Mais je comprends, en plus, tu dis encore une fois un truc sur lequel je rebondis, c'est tu t'interdisais d'exister. Et ça, je le remarque en fait souvent quand on est là-dedans, on s'interdit d'exister, d'être soi-même, d'être pleinement soi, parce qu'on soit on a honte de nous, soit on ne s'accepte pas tel qu'on est et on se punit en fait, on se punit constamment. Donc je pense que c'est un super conseil. Tout à l'heure, tu parlais des livres, tu parlais des personnes que tu suivais sur Instagram. Est-ce que tu aurais des comptes, des personnes qui t'ont inspiré ou même des livres de développement personnel que tu as lus, qui t'ont aidé, que tu pourrais recommander aux personnes? Moi, j'oublie toujours le nom des auteurs. J'ai lu beaucoup de livres audio. Tu sais, je sais pas si tu connais Cooper. Cooper, c'est des livres audio. Moi, je me passais des livres audio en boucle. Du coup, j'ai oublié un peu les noms. Là-dessus, il faut que je me fasse une liste de tous les livres que j'ai écoutés, que j'ai lus. Mais je pense qu'Anthony Robbins, il m'a beaucoup aidé. J'oublie toujours les noms. Je pense qu'en développement personnel, en vidéo, il y a beaucoup de David Laroche, David Lefrançois, Martin Latulippe, ils m'ont beaucoup inspiré. Wayne Dyer, en livre aussi, Wayne Dyer. J'oublie les noms des livres, je suis vraiment nul là-dessus, faut vraiment que je fasse ma liste.
Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu en 2-3 fois, je crois. Je crois que je le re-relise d'ailleurs. Ouais, ça c'est des livres qui m'ont beaucoup aidé. C'est assez classique hein, ce que je dis au final. C'est un peu les trucs que tout le monde lit. Je suis pas très original. Mais j'ai lu des livres, on m'a offert des livres, j'ai oublié le nom, mais on m'a offert des livres sur l'estime de soi, on m'a offert des livres sur le fait de s'aimer, de s'accepter. Je retrouverai, faut que je me fasse une liste de tous les livres que j'ai lus, faut que je les retrouve, mais Rien que ça, déjà, c'est bien parce que ça peut permettre aux personnes qui nous écoutent de, tu vois, de commencer. S'ils ne savent pas par où commencer, bah, voilà, lisez des livres sur le moment présent, sur l'estime de vous, sur la programmation neurolinguistique aussi. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Rien que ça, et suivre des personnes bah, voilà, qui partagent ça comme David Laroche en français ou Anthony Robbins en Amérique. Mais rien que ça peut vous aider en fait à avoir une nouvelle perspective de vous-même et de ce que vous êtes capable de faire. Et c'est puissant vraiment, et plus vous consommerez du contenu comme ça, plus vous nourrirez votre esprit avec ces choses qui vous poussent vers le haut en fait. Et plus vous verrez que bah, ça va vous faire grandir. Donc non, merci vraiment pour ces conseils, je pense que ça pourra vraiment aider les personnes. Je voulais te demander, ah oui, si tu pouvais manger un plat toute ta vie, ce serait quoi? quoi? Si tu pouvais ne manger qu'un seul plat toute ta vie, qu'est-ce que ce serait? Ah, ça serait la nourriture indonésienne, ça serait un chapchai. J'en mange tous les jours. C'est le chapchai, ça s'écrit Kapkai ici. C'est trop pas cher. En fait, c'est un gros bol, si tu veux, avec plein de légumes, un gros bouillon et avec du riz et du tempeh. En fait, ils servent ça ici, mais c'est tellement bon. Mais mon Dieu, je pourrais manger ça midi et soir. Je m'en lasse pas. Enfin, ça fait quand même longtemps que je suis ici et je m'en lasserai jamais, quoi. C'est trop bon. J'ai au moins un chapchai par jour. Bah, t'as bien raison, profite de la vie. Et ça coûte 1 euro. Ça coûte 1 euro. Ah ouais? Ah carrément, ça se prend, un gros bol pour 1 euro, mais j'arrive. C'est tellement bon. La nourriture ici est incroyable. Vraiment. Surtout asiatique, c'est vrai que moi aussi j'adore tout ce qui est nourriture asiatique, je suis fan. Donc Ah ouais. je te comprends. Puis c'est bien rassasiant en général, ça te tient bien au corps. Ouais, c'est basé sur les glucides, hein. C'est basé sur le riz tout le temps. Hein. Une autre petite chose, une question justement plus dimension développement personnel, spiritualité. Quelle est la chose aujourd'hui qui te rend le plus heureux dans ta vie? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Je dirais mon environnement en fait. Là où je vis, c'est vraiment ça qui me rend le plus heureux. Genre vraiment, j'ai pas besoin de mettre de réveil le matin. Je me réveille, j'ai trop hâte d'être vivant et d'être à Bali en fait. J'ai hâte de me lever et juste de voir la vie en fait. Je sais pas, genre de voir le lever du soleil. Je pense que c'est mon environnement, c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Vraiment, l'environnement c'est trop important et ouais, avant j'avais toujours des galères pour me réveiller et là j'ai pas besoin de me mettre un réveil, à 6 heures j'ai les yeux ouverts et j'ai l'impression que c'est Noël quoi, j'ai trop de... C'est incroyable, ouais. Je pense que c'est ça qui me rend le plus heureux. C'est beau ce que tu dis en fait, tu es sur les choses simples de la vie, tu parlais du soleil, tu parlais du fait de... Tu te réveilles, tu te sens bien et c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis dit pareil aujourd'hui. Je me suis dit... Ouais, j'ai tellement de chance de me lever, de me sentir bien, d'avoir passé une bonne nuit. Parce qu'avant, j'imagine, c'était pareil. Moi, je me réveillais plein de fois dans la nuit. J'avais pas un sommeil réparateur. Je survivais, en fait. Et puis, dès que je me levais, je pensais à la nourriture. On avait faim, quoi. On crevait la dalle. C'est ça, tu penses à la nourriture. Toute ta vie est contrôlée par ça. Et tu ne profites pas de l'instant présent. Donc, et justement, avoir fait ce parcours, si vous êtes dans cette situation, qui vous nous écoutez là, eh bien... Dites-vous que ça va vous rendre plus fort, vous allez d'autant plus apprécier après ces petits moments-là de la vie, je pense. Et c'est pas une fatalité, encore une fois. Voilà, Raphaël l'a fait, je l'ai fait. Vous n'êtes pas coincé en fait. Vous pouvez aller de l'avant. Il faut croire en soi. Comment ça, je veux vraiment donner de l'espoir aux gens. Tout le monde en est capable en fait. Surtout que les solutions sont vraiment tellement simples, elles sont tellement sous notre nez en fait. Il n'y a pas de solution miracle très compliquée en fait, c'est ça le pire, mais vraiment je veux vraiment donner de l'espoir aux gens en fait, moi c'est vraiment ça, vous pouvez vous en sortir vraiment. Carrément, comme je dis souvent en fait la réponse elle est déjà en nous, mais pour la trouver il faut justement apprendre à se connaître, parce que si on ne fait pas ce travail on ne trouvera jamais cette réponse. Et aujourd'hui le problème c'est que les gens ils pensent que la réponse elle vient de l'extérieur. Alors je dis pas une aide extérieure c'est top, mais c'est pas l'extérieur qui vous aidera à vous trouver et à vous guérir en fait. Cette aide va vous permettre de mieux vous comprendre, mais il n'y a que vous pour faire le travail.
Et aujourd'hui, on est dans une société où on prône un peu, tu sais, la pilule magique, les médicaments pour nous guérir en 2 secondes, et tout ce qui prend du temps, on n'en veut pas. Or, c'est la clé. C'est une quête sans fin, en fait, tout ce qui est physique et matériel, voilà quoi. Exactement. Et du coup, pour finir, je voudrais te demander quels sont tes projets pour l'avenir. Parle-nous un petit peu de ce que tu as envie de mettre en place, ce sur quoi tu travailles, etc. Comment est-ce que tu vois les mois à venir, les années à venir? Moi, mes projets, c'est... j'ai envie de m'installer ici. En fait, j'ai envie de faire une bonne partie de ma vie à Bali, comme je t'avais dit. Je me vois ouvrir mon café ici, investir un peu ici. Je me vois continuer mon travail. J'aime beaucoup le coaching, ça me booste. Vraiment développer mon entreprise autour du coaching, etc. Ouais, voyager un peu en Asie, toujours en Indonésie. Je pense que je me vois vraiment passer une bonne partie de ma vie en Indonésie quand même, explorer l'Indonésie. Ouais, avoir mon petit café à Bali, puis continuer à développer mes projets parce que c'est infini tout ce qu'on peut créer pour aider les gens, je trouve, autour de cette thématique. Donc voilà. C'est trop beau ce que tu dis. Et pour terminer, je voudrais te demander si tu devais... Oui, ça y est, c'est la dernière question, après je t'embête plus. Si tu devais nous donner une citation, la citation qui est ta citation, laquelle ça serait? Sur une citation sur quel domaine? Une citation globale Ouais, si tu devais choisir une citation qui est ta citation préférée, qui est celle qui te booste, celle qui te représente, celle qui te vient là aujourd'hui, qui est peut-être la plus présente dans ta vie en ce moment, ou celle qui à un moment donné t'a fait un déclic. Je dirais, pour répondre au thème de ce podcast, je dirais la vie est trop courte pour faire une fixette sur la nourriture. Ah, j'adore. Et ça clôture bien le truc, je trouve. Ouais, totalement. Non, mais vraiment, je trouve que c'est tellement vrai et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Donc, super. Écoute, je te remercie. Merci à toi, c'était super cool. Merci de m'avoir invité dans ton podcast, ça m'a fait trop plaisir. Pareil, du fond du cœur. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ça pourra vraiment aider les personnes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Sur YouTube, selon Raphaël, et sur Instagram, selon Raphaël. Voilà, donc maintenant, vous savez, tous les gens, filez suivre Raphaël sur ses réseaux, il partage plein de belles choses. Merci. Allez vous abonner, allez lui mettre des petits commentaires, allez le soutenir. Ouais, carrément. J'adore échanger avec les gens qui me suivent, j'échange beaucoup, je suis très disponible. Donc, Et ça, c'est la clé. C'est vrai que c'est bien de savoir d'avoir accès à quelqu'un d'accessible aussi parce que c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, si vous avez des petites questions aussi, vous savez, Raphaël peut vous aider, donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire, à nous dire les sujets que vous aimeriez que moi j'aborde dans mes prochains podcasts. Et n'hésitez pas aussi à le noter avec des petites étoiles, moi ça me soutiendra. Voilà, ça me boostera aussi pour en faire davantage. Moi j'adore, donc dites-moi si c'est aussi un format que vous aimez bien. Et voilà, on se fait des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao, ciao! Bisous, merci encore, merci beaucoup. J'espère que cette conversation avec Raphaël t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en me taguant sur Instagram avec le @flamendra en le partageant dans l'une de tes stories. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à très vite dans un tout nouvel épisode de Savoir la vie.